Good Morning Business, le grand entretien. Et on est toujours à Saint-Ouen chez vous, Valérie Pécresse, présidente de la région Île-de-France. On est dans vos bureaux, ici, à la région. Merci de nous accueillir. On a beaucoup parlé Jeux Olympiques depuis ce matin. On va continuer puisque ça commence à s'accélérer sérieusement. On est 5 mois avant la cérémonie d'ouverture. Est-ce que tout est prêt? En tout cas, côté bâtiment, on l'a vu ce matin. Il y a des bonnes nouvelles. Le village des athlètes va être inauguré dans 2 jours. Là, déjà, sur la construction, ça va, c'est prêt. Au départ, quand on a posé notre candidature, on avait déjà une grande partie de toutes les infrastructures qu'il fallait pour tenir les Jeux. C'était d'ailleurs un des gros avantages de notre candidature. On s'est dit, on va faire des Jeux qui ne seront pas trop coûteux pour le contribuable. Exactement. Mais on a quand même profité de l'occasion des Jeux pour rénover des centaines d'infrastructures en Île-de-France. La région y a pris toute sa part. Et on va pouvoir, à la fin des Jeux, en héritage, léguer des stades, des arénas qui ont été complètement refaites. L'aréna de la Porte de la Chapelle, le stade Yves du Manoir, le prisme de Bobigny. Donc on va, Marville, la piscine à la Courneuve, la piscine olympique. Donc on va avoir la base nautique de Vers, propriété de la région. Donc on a fait quand même toute une série de travaux qui vont permettre de mettre l'Île-de-France en basket à partir de la fin des Jeux. Donc pour l'attractivité, c'est très important. Reste l'autre sujet épineux, les transports. On racontait ce matin dans les journaux que l'expérience qui était annoncée comme inoubliable par certains quand ils ont lancé les Jeux allait peut-être être beaucoup plus difficile. Clément Beaune a parlé, lui, d'expérience hardcore sur les transports. Il y aura des lignes qui ne sont pas faites, ça on le sait. Mais est-ce que la fluidité sera au rendez-vous? Est-ce que les transports seront là pour transporter ceux qui voudront aller attendez, vous déformez ce qu'a dit Clément Beaune. Il a dit que le mois allait être hardcore. Il va être hardcore parce qu'effectivement, on ne pourra plus circuler en voiture, mais ça n'a rien à voir avec les transports en commun. Et il a dit que ce serait hardcore parce que les gens qui vont travailler d'habitude devront télétravailler en partie parce qu'on aura du mal à circuler quand on n'ira pas au jeu. Mais il n'a pas du tout... C'est pas ceux qui seront dans les métros et dans les RER. Alors, non, c'est pas ceux qui iront au jeu. Pour ceux qui iront au jeu, on est en train de travailler depuis des années sur le plan de transport. Pardon de le dire, on peut voir le verre à moitié vide et le verre à moitié plein. Nous serons la première métropole à faire des Jeux 100% accessibles en transport en commun. Ça ne s'est jamais fait. Vous n'étiez peut-être pas à Rio, mais moi j'y étais. On a marché 2 heures à pied pour aller au grand stade pour la cérémonie d'ouverture. Tous à la queue leu-leu, des dizaines et des dizaines de milliers de personnes à la queue leu-leu pendant 2 heures à pied. Il y avait des embouteillages monstrueux. Alors Tokyo, il n'y a pas eu de spectateurs. Los Angeles, permettez-moi de vous dire que je sais d'ores et déjà que ce ne sera pas accessible 100% transport en commun, parce que Los Angeles, ça n'est juste pas possible. Donc 100% accessible en transport en commun. Et mieux encore, les premiers Jeux, 100% accessible en transport en commun, totalement décarboné. Puisque avec les investissements qu'Île-de-France Mobilité a fait, depuis que je suis présidente, nous avons acheté des transports totalement décarbonés. Et pour les Jeux, nous mettrons toutes nos navettes électriques, j'allais dire en batterie, pour pouvoir transporter les athlètes. D'accord, mais est-ce qu'il y aura des chauffeurs? Est-ce qu'il y aura des métros qui fonctionnent? On a vu que l'offre de transport en commun, quand même, à Paris et sa région, s'est quand même dégradée ces derniers mois. Est-ce que là, il va y avoir une amélioration? Absolument. On a eu... C'était l'année dernière à l'automne, on a eu une énorme crise dans les transports en commun qui se poursuit encore aujourd'hui. C'est un peu les queues de comète de cette crise parce que nous avons une énorme pénurie de conducteurs. Cette pénurie de conducteurs, elle est liée à plein de facteurs post-Covid. Elle est liée aussi au fait que la SNCF et la RATP n'ont pas anticipé la reprise du trafic et donc n'ont pas suffisamment recruté l'année dernière. Là, ils recrutent à marche forcée depuis 6 mois. Ils forment, ils recrutent, ils forment, ils recrutent. Donc moi, j'ai très bon espoir que d'ici la fin du mois de mars, les transports seront revenus à la normale. Il faut aussi qu'on améliore toute une série de choses et on a pris des décisions, enfin, que j'attendais depuis des années, par exemple sur les malaises voyageurs. Oui. Vous savez que nous avons une doctrine absurde sur les malaises voyageurs, qui n'est pas celle de Londres, pas celle de Tokyo. Quand quelqu'un s'évanouit dans le métro, au lieu de le sortir de la rame pour le faire respirer, on le traite comme s'il avait eu un choc d'accident de la route et on le met en PLS dans la rame et on arrête la rame. Et on attend que les secours arrivent. Vous voyez, c'est le contraire de ce qui se fait à Londres, c'est le contraire de ce qui se fait ailleurs. Nous, ce qu'il faut, c'est sortir la personne de la rame. On vient enfin d'avoir la validation d'un protocole SAMU. Donc, pour les malaises voyageurs, nous n'arrêterons plus, enfin, les rames de métro. De la même façon, pour les colis suspects, on est en vigie pirate. Les colis suspects, dans beaucoup de pays, on les sort de la rame, on les pose sur le quai.
Nous sommes en Vigipirate Rouge, on ne fera pas ça. Mais ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre des brigades cynophiles, c'est-à-dire des brigades canines, pour renifler les colis, pour en un quart d'heure, 10 minutes, lever le doute et pouvoir les sortir. Et on va utiliser l'intelligence artificielle pour repérer les colis suspects avec des caméras, là encore, pour éviter de bloquer les rames pendant des heures. Sur le RER B, que les Franciliens connaissent bien, une ligne un peu en difficulté, un peu en souffrance, même beaucoup, eh bien, on a 360 colis abandonnés par an, un par jour, parce que c'est la ligne qui va aux aéroports. Sur la question de la logistique, on sera avec DHL Express dans 10 minutes. Il y a beaucoup d'entreprises qui s'interrogent même sur la capacité à pouvoir se faire livrer, à fonctionner correctement. Est-ce que là-dessus, le plan est prêt? Est-ce que les entreprises devront se mettre à l'arrêt ou réorganiser leur activité? Il faut que les entreprises écoutent toutes les informations qui vont leur être données. Il y aura un mode opératoire des jeux. Il y aura un plan de déplacement à suivre. Je donne un exemple. C'est pas sur les entreprises, mais c'est la même chose. Sur les voyageurs. Au lieu de suivre les itinéraires les plus courts, les itinéraires habituels, il faudra prendre les itinéraires les moins chargés. Et donc, Île-de-France Mobilité, que je préside, est en train de vous faire une application spéciale qui vous donnera le bon itinéraire. Parce que quelquefois... Il ne faudra pas utiliser Waze, il faudra utiliser cette application particulièrement. Alors, on demande à Google et à Waze de prendre nos informations et de les répercuter parce que, oui, je pense qu'ils le seront. Parce qu'on est... Au départ, ils se sont demandé pourquoi on leur imposait quelque chose. Et puis ensuite, ils ont compris qu'on avait une expertise qu'ils n'ont pas. C'est que nous, on saura à quelle heure ont lieu chaque épreuve. Et donc, on pourra dire, par exemple, ne prenez pas la ligne 13 pour aller au Grand Stade, c'est la plus directe, prenez la ligne 14. Certes, vous marcherez 200 mètres, mais il vaut mieux marcher 200 mètres et pas se retrouver sur un quai bondé. Sur l'attractivité de la région, on voit à quel point, par exemple, des séries comme Emily in Paris ou Lupin ont un impact sur les investissements étrangers, sur le tourisme. Est-ce que vous avez chiffré exactement combien les Jeux Olympiques pourront apporter à la région ? Alors, d'abord, il faut que vous sachiez que l'Île-de-France, on en est très fiers, confirme encore en 2023 sa place de numéro 1 pour les investissements étrangers, pour le tourisme et pour la production de films. Nous avons plus de 11 000 journées de tournage en Île-de-France. Et évidemment, ces films ont un énorme impact sur, j'allais dire, la visibilité de l'Île-de-France. Et les Jeux Olympiques, qui vont être regardés par 3 milliards de spectateurs, vous imaginez, c'est colossal en termes de retombées touristiques. Alors, Emily in Paris, cette année, nous avons eu à peu près, on a retrouvé la jauge d'avant Covid pour le tourisme. On est presque à 50 millions, qui était notre année record. Donc, et la moitié sont des étrangers. Première nationalité de ces touristes étrangers, les Américains. Pourquoi Emily in Paris, Lupin. Et on le voit dans les choix des touristes. Donc c'est pour ça que la région a décidé désormais de cofinancer les productions étrangères tournées en Île-de-France. Pourquoi? Pour essayer d'attirer des coproductions. Ma prochaine cible, c'est Bollywood. Donc j'étais à Mumbai il y a quelques semaines pour rencontrer les studios de Bollywood, pour leur dire venez tourner en Île-de-France. Nous n'avons pas beaucoup de touristes indiens, que 150 000, alors que nous avons pratiquement 1 million de touristes chinois en année habituelle, et nous avons 500 000 touristes australiens. Donc vous voyez, on a encore un vivier énorme de touristes indiens qui pourraient venir. L'attractivité de la région, c'est aussi le PSG. Est-ce que vous avez réussi à trouver un endroit pour que le PSG ait son stade? Est-ce que vous avez scruté et trouvé? Alors d'abord, permettez-moi de vous dire, en tant que supporter du PSG historique, je pense que la place du PSG est au Parc des Princes. Et moi, ce que je souhaiterais, c'est que les négociations entre la ville de Paris et le club puissent se dérouler, j'allais dire, dans la sérénité et qu'une bonne décision puisse être prise pour le Parc des Princes et pour le PSG. Vous avez un plan Oui, B on n'en sait rien. Tant que c'est pas fait, c'est pas fait. Donc moi, je souhaiterais que ces négociations aboutissent et que le PSG, pour les supporters, puisse rester dans son club de cœur. Maintenant, je ne vais pas non plus laisser le club dans l'impasse. Si il doit quitter le Parc des Princes, autant qu'il soit bien accueilli quelque part en Île-de-France. Et ce que je remarque, c'est qu'il y a énormément de territoires qui seraient extrêmement fiers d'accueillir le PSG. Et je pense que ça fait chaud au cœur du club de sentir que tous ses fans sont derrière lui et qu'ils ont envie de l'accueillir. Donc si le PSG était obligé malheureusement de quitter le Parc des Princes, ne vous inquiétez pas, on trouverait des très beaux endroits pour l'accueillir. Merci beaucoup Valérie Pécresse d'avoir été avec nous aujourd'hui depuis votre bureau, la région Île-de-France.